contexte, ou plutôt l'explication de ces images, de ces émeutes en France. Deux invités du côté de la France, du côté de Paris, Frédéric Pechnard, aujourd'hui vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, ancien commissaire divisionnaire et surtout ancien directeur général de la police française. Merci Frédéric Pechnard d'être avec nous. Et du côté d'Israël, Ruben Ménière, vous étiez ancien commandant de patrouille de la police de Tel Aviv. Alors Frédéric Pechnard, je vais être très direct. On ne va pas discuter de la manière dont le policier a utilisé ou pas son arme, parce que ça, c'est l'IGPN qui va le déterminer, à moins que vous vouliez peut-être réagir. Peut-être, je ne sais pas, je vous laisse le choix. On peut quand même dire que le prétexte aux violences urbaines, c'est naturellement la mort de ce jeune homme, mais que la justice est passée. Le policier a été placé en garde à vue, mis en examen et incarcéré. C'est important de le rappeler. Ça ne préjuge pas, bien sûr, du fait qu'il soit coupable ou pas, puisqu'il est présumé innocent, mais le fait d'avoir pris comme prétexte la mort de ce jeune homme pour les nuits d'émeute qu'on a connues est assez anormal, dans la mesure où, une fois de plus, la justice, dans un état de droit qu'est la France, est passée et normalement passée. Alors, Monsieur Pechnard, justement, vous étiez préfet de police en 2005, lors des grandes émeutes de 2005, ensuite directeur général de la police française. On a vraiment l'impression que finalement, c'est les mêmes problèmes et plutôt les mêmes solutions, même si la violence augmente crescendo. C'est toujours difficile de savoir si la violence est plus forte ou moins forte que les émeutes de 2005. Juste une parenthèse, je n'étais pas préfet de police en 2005, j'étais directeur de la police judiciaire. Pardon, correction faite. Mais moi, j'ai connu des périodes, notamment les émeutes de Villiers-le-Bel, quand j'étais directeur général de la police, en 2009, qui ont duré 3 nuits et sur lesquelles nous avons eu 160 blessés, dont la moitié par des tirs d'armes à feu. Donc la violence contre les forces de l'ordre, elle existe. Elle a toujours existé, et après, savoir si c'est plus ou moins violent, c'est toujours difficile à dire. On est évidemment un peu sous le choc aujourd'hui en France, après ces nuits d'émeutes qui ont été quand même assez dramatiques. Je pense à tout ce qui a été brûlé, à tous les policiers et les gendarmes qui ont été blessés. Et puis, ce qui est un petit peu nouveau, c'est la prise à partie des élus, notamment des maires, avec cette chose particulièrement insupportable qui s'est passée, qui est l'attaque du domicile de Vincent Jeanbrun, le maire de l'Haye-les-Roses, par une voiture bélier enflammée, alors que chez lui dormaient sa femme et ses 2 jeunes enfants. Ouais, c'est une attaque personnelle, ce qui n'était pas arrivé sans doute une première, en espérant que ce ne soit pas jurisprudence. J'ai demandé à Ruben Ménière d'être avec nous, Monsieur Pechnard, parce que c'est un francophone qui habite en Israël, ancien commandant de patrouille de la police de Tel Aviv, et j'avais envie d'avoir son regard justement sur la manière dont on sort son arme, les règles d'engagement, les règles de tir du côté d'Israël. Vous avez eu égard à votre ancienne fonction, Ruben, eu à gérer des patrouilles, gérer des contrôles, des refus d'obtempérer. Qu'est-ce qui se passe justement en Israël ? Alors, la première chose à savoir, en fait, c'est qu'on doit faire un briefing avant chaque sortie sur le terrain. Et justement, on rappelle les conditions de sortie de son arme ou de tir. Ces conditions sont en fait à 2 niveaux. Premier niveau est celui de la légitime défense, qui en Israël est caractérisé par une menace qui est claire, concrète et immédiate. Et on n'a pas d'autre moyen de faire face à cette menace que d'utiliser son arme. Aujourd'hui, en général, les policiers en Israël ont des tasers, des pistolets électriques, justement pour éviter d'utiliser une arme létale, même dans un cadre de légitime défense. Le deuxième cadre, c'est le cadre en fait de l'arrestation d'un suspect avec un refus d'obtempérer, mais qui rentre également dans un cadre précis en fait, c'est-à-dire qu'il doit avant tout s'agir d'un crime, c'est-à-dire une infraction qui est punie par plus de 3 ans d'emprisonnement minimal dans le code pénal. Deuxièmement, ce crime-là a dû être mis en danger des personnes ou met en danger des personnes, ou l'individu lui-même met en danger des personnes. Et dans ce cas-là, en fait, on doit d'abord le prévenir à l'oral, ensuite avoir un tir en l'air, et seulement ensuite un tir qui va pour avoir pour but d'arrêter la personne et non pas de la neutraliser. C'est-à-dire que dans le cas d'une voiture, ce serait plutôt tirer dans les pneus, et si jamais ça n'a pas réussi, on pourrait peut-être tirer au niveau du buste, mais ça n'est pas le but.
Est-ce que lorsqu'on est justement commandant de patrouille comme vous l'avez été, vous suivez de près justement la manière dont les policiers en France doivent gérer? Je parlais il y a quelques semaines de cela avec un responsable de syndicat qui me disait que les policiers français opéraient quasiment 500 à 600 fois par an, ce qui est énorme, c'est-à-dire quasiment une fois ou 2 fois par jour. Bien sûr, on suit de près. Et ce qui est important, à mon avis, sans entrer dans le cas particulier et précis, puisque, comme vous l'avez dit, c'est le GIPN qui doit d'abord avoir tous les éléments, réunir tous les éléments. Mais ce qui est important, c'est que chaque agent de police sur le terrain comprenne qu'avant tout, sa propre sécurité est l'essentiel de son travail. S'il se met en danger, s'il s'est mis en danger ou s'il sent un danger, c'est évident qu'il va falloir agir et qu'il va devoir même utiliser son arme. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser est est-ce qu'il n'y avait pas un moyen différent d'agir? C'est-à-dire, encore une fois, sans rentrer dans le cas précis, mais de manière générale, lorsqu'on fait un contrôle de véhicule, par exemple, même un véhicule volé avec des individus recherchés, on évite de se mettre en danger. On préférera peut-être faire appel à d'autres patrouilles, à d'autres voitures, mettre en place des barrages un peu plus loin, peut-être même avoir un hélicoptère, ça nous arrivait souvent. Mais en tout cas, on fera en sorte que les agents eux-mêmes ne se mettent pas en danger, justement pour ne pas rentrer dans des situations si délicates et problématiques. Frédéric Pechnard, comment prévenir justement ce type de violence après un contrôle qui était somme toute banal? Alors le contrôle était banal, la suite est évidemment un petit peu moins, mais là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur le prétexte, c'est-à-dire qu'on a des problèmes d'un certain nombre de personnes en France qui sont à la fois rétifs à l'autorité et, ce qui est plus embêtant, qui se sentent en hostilité vis-à-vis de la République et des démocraties. Donc c'est un problème de renseignement. Pardon ? Donc c'est un problème de renseignement. Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être un moyen pour la police d'être plus prévenue par les renseignements pour faire face à ce type d'émeute? Alors, il est clair que pour faire de la police, et une bonne police, il faut du renseignement. Mais en l'occurrence, je pense que le renseignement, il était là. Après, vous vous trouvez face à un certain nombre d'émeutiers. C'est des jeunes gens, hein, ce sont des hommes à 99%. Parmi les interpellés, il y a un tiers qui sont des mineurs et 2 tiers qui sont des jeunes majeurs. Donc, on a vraiment affaire à une typologie très caractéristique d'hommes jeunes qui souhaitent, pour des raisons diverses, soit liées à la religion, au communautarisme ou à l'idéologie politique, qui souhaitent affronter la République et donc les policiers et les pompiers qui finalement représentent la République française. Donc on a affaire à une contestation tout à la fois sociale et politique. Ça arrive de manière malheureusement assez régulière en France. Là, ça a débordé quand même assez sérieusement, mais je pense que la police comme la gendarmerie en France ont réussi à maintenir, non pas le calme, parce qu'on a eu énormément de dégâts et des dégâts sur des sites qui sont absurdes. Voilà, ils ont brûlé des écoles, ils ont brûlé des bus, ils ont brûlé des médiathèques, ils ont brûlé des mairies, bref, tout ce qui sert au quotidien à tous les citoyens, et y compris à eux-mêmes. Donc les émeutiers excusez-moi de vous couper. Leur propre maison. Excusez-moi de vous couper, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement aucune logique dans tout cela? C'est-à-dire qu'on a l'impression, on a vu des jeunes dire je passe en direct sur Snapchat. En gros, il n'y a pas une TikTokisation, si je peux utiliser le terme, de la violence? Alors bien sûr, les réseaux sociaux portent une responsabilité, notamment dans l'organisation des émeutes. C'est pas d'ailleurs que les émeutiers sont si nombreux que ça en France, ça c'est évidemment une très très infime minorité, mais ils arrivent à se regrouper en échangeant par les réseaux sociaux, et puis ils se montent aussi un petit peu le bourrichon, et à l'arrivée ça fait des nuits d'émeutes, d'attaques, d'agressions qui sont quand même très très difficiles à vivre et très difficiles pour la police, puisque la France, comme Israël, est un État de droit. Nous devons rétablir l'ordre, c'est la priorité, la police doit rétablir l'ordre, mais évidemment, le but de le rétablissement de l'ordre, c'est 0 mort. Donc c'est toujours très difficile d'intervenir comme il faut intervenir, procéder à des arrestations, mais en faisant toujours très attention. Voilà, donc
c'est un double défi qui a été lancé à la police et à la gendarmerie française. Bon, pour l'instant, les émeutes ne sont pas terminées, hein, même si les 2 dernières nuits ont été plus calmes. Il ne faut pas du tout que la police française baisse la garde, mais il faut continuer comme ça, c'est-à-dire être présent, procéder à des interpellations, faire des procédures, que les émeutiers qui sont arrêtés soient condamnés, et puis éviter évidemment un drame qui ne ferait que Complifié, oui. recommencer, remettre de l'huile sur le feu. Rubin Banière, vous vouliez réagir, je voyais que vous vouliez réagir, et surtout vous posez la question finalement, parce qu'on a, au regard des manifestations, notamment le samedi soir, on a l'impression que le statut du policier n'est plus ce qu'il était aussi en Israël. Il y a un manque de respect vis-à-vis des forces de l'ordre. Alors, il est vrai que déjà le fait qu'un cadre légal est obligatoire pour la police est souvent mal interprété pour ces populations qui pensent que le policier est donc limité et donc ne va pas avoir la possibilité de faire ce qu'il doit faire et d'accomplir ce qu'il doit accomplir. Donc ça, c'est le premier élément, j'ai envie de dire. Le second élément, vous parliez justement des réseaux sociaux. En Égypte, le printemps arabe a débuté à cause ou grâce à Facebook, mais ça veut dire qu'on voit bien que ce sont les réseaux sociaux qui ont débuté ça. Et effectivement, depuis qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux tout ce qui se passe, on va aller en fait menacer les policiers sur le terrain. Et ça, un policier qui est sur le terrain, police secours ou les patrouilles sont confrontés à ça en permanence. On va menacer un policier en le filmant, en lui disant « Maintenant, je vais te mettre sur les réseaux sociaux et tu vas voir, tu vas te faire virer ». Alors que c'est pas forcément le cas si c'est dans un cadre légal. Et très souvent, ce qui est utilisé ensuite, c'est utiliser ces vidéos-là, par exemple, pour les mettre dans la presse, dans les médias et sur les réseaux sociaux, bien évidemment, pour en fait affaiblir le pouvoir de la police. Est-on d'accord, messieurs, et ça sera ma dernière question, que parfois on se pose souvent la question dans les médias, est-ce que le policier aurait dû réagir comme ceci ou comme cela ? Mais est-ce qu'il n'est pas, finalement, on ne pose pas la mauvaise question? C'est-à-dire que normalement, du moins lorsque j'étais enfant, on m'a toujours appris qu'on ne devait pas non seulement lever la voix et surtout s'approcher de trop près d'un policier ou toucher même un policier. Est-ce qu'on ne pose pas finalement les mauvaises questions aujourd'hui? C'est-à-dire que, vous savez, la police, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est l'exact reflet d'une société. Donc nous sommes, nous, en France, dans une période de notre existence. Mon pays est un vieux pays et nous sommes en ce moment dans un problème de, comment dirais-je, de conflit avec l'autorité. En tout cas, il y a un certain nombre de jeunes qui sont en conflit avec l'autorité. Alors, avec l'autorité d'une façon générale, que ce soit l'autorité de la République, l'autorité des maires, l'autorité des professeurs à l'école, et bien sûr, l'autorité des policiers et des gendarmes. Alors, on peut le déplorer, moi je le constate, donc on a un problème d'autorité, de réponse à l'autorité, et c'est vrai que c'est un vrai souci. Merci. Maintenant, finissons, si vous voulez bien, par une note un petit peu optimiste. Moi, je ne suis plus policier, mais j'ai été rendre visite sur le terrain avec le maire du 17e arrondissement et avec le préfet de police et avec le ministre de l'Intérieur aux policiers qui sont engagés depuis 4 ou 5 nuits dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Et j'ai trouvé des hommes et des femmes déterminés, sérieux, professionnels. Et disons que tout ce que j'ai pu voir de la police et de la gendarmerie pendant ces jours m'ont plutôt rassuré sur l'état de la police et de la gendarmerie. Je crois qu'il faut leur rendre hommage à la police française qui réussit et qui va réussir à reprendre le terrain et à maintenir l'ordre sans créer de nouveaux drames. Merci Frédéric Bechner, ancien directeur de la police nationale.